Ce film est le film le plus intime que j'ai jamais écrit. Je pensais pas avoir ça, donc forcément je pensais switcher très vite sur autre chose. Mais voilà, je voulais juste dire que je suis heureuse d'avoir fait un film. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant. Mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société. Arrêtez, pour l'amour de Dieu, arrêtez! Oh mon Dieu! Mais c'est quoi cet harcèlement de malade? René, arrête de frotter ton engin. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire chier du droit tardé. Ça va être amusant. Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Donc, as-tu vu? Anatomie d'une chute de Justine Triet. Justine Triet a tout d'abord été diplômée à l'école des Beaux-Arts de Paris pour devenir artiste peintre. Puis après 2 années d'études, elle abandonnera la peinture pour se consacrer à la vidéo et au montage, et ce n'est que plus tard qu'elle s'intéressera au cinéma. elle va d'un art à un autre. Et c'est en 2007 qu'elle sortira son premier court-métrage qui est un documentaire qui se nomme Sur place. C'est un métrage qui met en avant les manifestations étudiantes contre le contrat première embauche. Et que son premier court-métrage soit un documentaire nous fera comprendre son envie dans ses films de filmer le réel. Elle sortira donc par la suite 2 autres documentaires avec tout d'abord Solferino en 2008 qui montrera les tensions de l'élection présidentielle de 2007. Elle refera une présidentielle qui durera un peu plus longtemps. Et puis il y aura Des ombres dans la maison en 2010 où cette fois elle filmera les banlieues de Sao Paulo au Brésil. Ensuite en 2012 elle sortira son premier court-métrage de fiction qui se nomme Vilaine fille, mauvais garçon. Je pense qu'il doit y avoir une référence à la chanson de Serge Gainsbourg. Non. Et grâce à sa fiction docu, elle sera primée à la Berlinale de 2012, le FA pour celui du meilleur film européen. Et suite à ça, elle sortira en 2013 son premier film, La bataille de Solferino. Moi, je veux savoir ce que vous faisiez avec votre ex, avec les enfants, et pourquoi vous avez tapé sur la gueule de monsieur Guillaume Améland. C'est simple, non? Eh, vous asseyez là, monsieur, c'est pas terminé encore. Donc, J'en ai ras le cul là, ça fait la 3e fois que je me fais humilier dans la journée, j'en peux plus là. Donc, comme dit tout à l'heure, ce film va traiter de l'élection présidentielle de 2012, en vrai, tout en mettant en avant cette relation compliquée du couple. Un aspect que l'on retrouvera beaucoup dans ces films. Décortiquer l'amour moderne et montrer ses failles. Malheureusement, ça n'a pas trop bien marché et ça n'a fait que 30 951 entrées. Néanmoins, elle aura la chance d'être mise en avant dans le cahier du cinéma, sans doute pour mettre en avant la nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices. C'est déjà un début de sa montée. Elle aura même pu être nommée au César de la première œuvre en 2014. Et donc en 2016, elle sortira le film qui la fera connaître au plus grand nombre avec sa comédie, Victoria. Je vais te faire ravaler ton arrogance de petite pute du 7ème, saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. J'en suis plus dans vos délires pervers, je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas? Hein? Je vais y aller? Non, c'est parce que tu crois, en fait, moi je garde les enfants, il est complètement stupide ou quoi? My quizzical kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Un très beau succès qui a failli atteindre les 700 000 entrées avec une histoire qui se passe avant le hashtag MeToo. Mais pour comprendre l'importance de cette comédie, je vous conseille de regarder la vidéo de Calmos. Elle aura ensuite eu beaucoup de nominations au César, mais elle n'aura rien obtenu. Ah bah oui, avec elle de Paul Verhoeven, c'était pas gagné. Oui, un autre film d'ailleurs qui s'attaque frontalement à la figure de la femme. Et chose amusante, son mari Harari était aussi nominé au César pour son film Le Diamant Noir. C'est là qu'une rencontre cruciale se fera entre Triet et Efira pour qu'elle se retrouve une 2e fois pour son 3e film, Sibylle, qui sera pour la première fois nommé au Festival de Cannes. Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, sont très malheureux. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie.
Quand il leur reste de l'énergie, il la consacre essentiellement à pourrir la vie des autres. Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. Donc pour ce qui est de la collaboration entre elle et Harry sur le scénario, c'était assez complexe et hasardeux. Donc j'ai été assez mitigé du résultat, malgré son envie de toujours montrer des femmes fortes et des rapports assez compliqués entre les hommes et les femmes. Mais elle reconnaîtra elle-même qu'il manquera 1 heure pour que ce soit satisfaisant. Et c'est alors qu'elle retentera sa chance en 2023 avec de nouveau Sandra Hüller, qui était déjà dans Sibylle, pour son dernier film, Anatomie d'une chute. Et qui ne tente rien à rien, elle aura réussi à obtenir la Palme d'Or de l'année. Et elle se fera lyncher par tout le monde pour ses propos dits d'extrême gauche. Ouais, triste vie de chien galeux. Je hais ce siècle. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cette polémique à la con faite par des cons, donc je vous laisse regarder cette vidéo de Game Focus, tout est très bien résumé. Ah bah non, je me faisais une joie qu'on se moque de Destination Crétinerie et qu'on lise l'analyse légendaire de Eric le Neuneu. Ah, je suis déçu. Ce sera non, et on en a déjà trop parlé de ces idioties. Et si on oublie tout ça, est-ce que ce film mérite quand même sa Palme d'Or? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment globaliser et décrire Anatomie d'une chute de Justine Triet. Tout d'abord, c'est l'histoire d'un homme qui chute et meurt, et on accusera sa femme de l'avoir tué. Le film mettra en lumière toute la vie des deux protagonistes pour avoir cette vérité. C'est assez basique. Mais là où ce film est intéressant, c'est qu'il ne va pas là où l'on pense. Déjà, il fait partie de ce genre qu'on appelle les films de procès. Vieux comme les condamnations au bûcher, le genre a très vite donné lieu à quelques chefs-d'œuvre indépassables, et ce, aux 4 coins du monde. Mais c'est seulement à partir des années 60 que le genre se codifie réellement, avec des films phares tels que Du silence et des ombres ou Autopsie d'un meurtre, tirant au mieux parti d'un décor et d'un cérémonial éminemment cinématographique. Do you solemnly swear that you have done your job in this picture to the best of your abilities, James Stewart? I do. Même si à l'époque le cinéma français n'est pas en reste, ce sont surtout les films de procès américains qui vont s'imposer dans l'imaginaire collectif. Alors on jure sur la Bible et on dit... Devant un jury médusé par la démonstration d'avocats tantôt brillants, tantôt désabusés, passant toute leur nuit à potasser des jurisprudences dans des bureaux pas très bien rangés. Un genre très bénéfique pour voir des grandes performances d'acting sur une scène de procès. Mais ce qui est différent, c'est que Triet prend le temps de présenter toute l'affaire dans les moindres détails avec l'intro, le meurtre, l'enquête, le procès et sa finalisation. Et lorsqu'on décortique ce scandale, ce n'est pas le procès en lui-même qui l'intéresse, mais plus sur le déchirement d'un couple, d'une famille, pour pouvoir disséquer tout ce qui peut être établi dans l'inconscient collectif d'une bonne relation. On voit tous ces éléments de l'intrigue qui montrent que tout peut basculer et changer le point de vue du spectateur. Et pour ce film, ne vous attendez pas à voir un thriller ou quelque chose à l'américaine. Ça ne va pas du tout là-dedans. Et c'est tant mieux. Et donc l'idée c'était de prendre le contre-pied peut-être des films de procès, tu sais, où tu vois tous les flashbacks, où tu vois dérouler la vie du couple, ce qui aurait été beaucoup plus facile pour moi, parce que j'aurais pu effectivement dérouler toute la vie de ces gens comme ça. Donc l'idée c'était de partir vraiment du manque. Donc le manque, l'enfant effectivement voit pas très bien, il est pas aveugle, hein, il est malvoyant, il voit pas très bien. Et on manque d'images. Et on a cette pièce sonore qui va être au centre du film, et qui va être l'endroit de fixation de tout le monde, autour de voilà, cette chose-là, ce moment-là précis d'eux. Et donc du coup est venue vraiment l'idée de mettre le spectateur dans cette position de, un peu comme l'enfant, un peu comme les jurés, de manquer en fait, de manquer d'éléments en fait. Mais d'où en fait tout le procès, en fait tout est relié, c'est qu'après ce délire vient du fait qu'on manque. Triet filme cette histoire comme un documentaire où les moindres segments d'analyse sont faits pour être plausibles, réfléchis. Et le fait que son cinéma soit influencé par celui de John Cassavetes n'est pas anodin pour montrer le réalisme de cette vie, de ce procès et de cette famille. Et puis pour le déchirement de cette famille, on peut voir une influence à tendre passion de James L. Brooks, qu'elle aime bien mettre une référence dans ses films. Mais en tout cas, le film va dans le vrai. J'ai toujours un goût pour le documentaire et je pense que j'aime l'idée de pouvoir me nourrir autant de documentaires que de fiction, et je pense que mon dernier film il se nourrit des deux, et je pense que c'est pour moi, même quand je regarde des acteurs, quand je cherche des acteurs, je prends des professionnels mais aussi des non-pros, et je regarde souvent plus les interviews, les choses à côté que leurs films par exemple. On peut sinon regretter que le film soit un poil trop long, bien que ce soit justifié pour comprendre toute l'évolution de cette affaire sans que ce soit rushé. Je pense qu'elle ne veut pas faire la même erreur que Sibylle. Puis pour ce métrage, son histoire et son procès, on peut le rapprocher de la vérité de Henri-Georges Clouzot. On peut presque voir des films jumeaux, mais la conclusion sera différente. Elles sont différentes sur l'acte du crime, mais elles sont similaires sur la description noire de l'amour.
Et on a aussi une autre similitude sur une femme qui se fait épier en l'accusant d'être coupable d'être une femme sans essayer de la comprendre pendant tout le processus de l'affaire. Tout est prescrit pour qu'elle soit accusée de l'acte. La façon dont Sandra Hüller est comme accablée par toutes ces questions désobligeantes nous font ressentir une certaine claustrophobie. Et le tribunal m'a fait ressentir ça à certains moments. Disons que ce que je trouve passionnant en fait avec l'univers judiciaire, c'est vraiment encore une fois la manière dont nos vies sont récupérées et presque analysées, déformées. Et c'est quelque chose que je trouve cauchemardesque, flippant et en même temps passionnant. Et le but sera de trouver une solution pour vaincre ces accablantes accusations et de trouver la vérité dans ce procès. Oui, parce que pendant tout le processus de l'enquête, le son, la vue et les paroles seront importants pour trouver toutes les réponses. Même le langage peut signifier autre chose. Bien que le film soit français, beaucoup parlent anglais alors que Sandra est allemande. Il y a quelque chose de déstabilisant. Pour moi, la langue dans le langage, en tout cas dans ce film, c'est comme des filtres entre elle et la réalité. C'est des endroits où on peut, qui la trahissent, quoi. Et aussi, la langue est l'incarnation du conflit, c'est-à-dire que c'est l'endroit aussi de la scène de dispute, ils se parlent en anglais, lui est français, elle allemande, ils se parlent en anglais, donc c'est vraiment l'endroit qui incarne l'endroit où on se comprend pas, quoi. Puis le son est important parce que le fils Daniel étant aveugle, le moindre bruit peut déceler une contre-vérité. Même le chien nous dévoilera ses secrets. Ce chien dans le film, c'est à la fois le double de Samuel, c'est le fantôme du mort, et en même temps c'est la prolongation de cet enfant qui ne voit pas. Et c'est un peu celui qui aurait été témoin de tout ce qu'on va essayer de découvrir dans le film et qui ne pourra pas parler. Le film se suit aussi avec l'évolution de la musique et ses choix musicaux. On a bien sûr la musique assourdissante de Pimp venant de Back Out Rhythm and Steel Band, qui était dans la chanson de 50 Cent, pour décrire le conflit du couple. Et on a aussi une mélodie distordante avec de fausses notes jouées par Daniel pour voir le trouble qu'il ressent ainsi que l'évolution de l'affaire pour qu'il ne donne plus aucune mauvaise note à la fin. Et l'apaisement viendra avec un prélude de Chopin. Pour ce qui est du scénario, c'est écrit par Justine Triet et Arthur Harry qui sont aussi ensemble dans la vraie vie, donc leur écriture peut aussi être une certaine mise en abîme de leur vie, de leur relation. On ne peut ignorer ce détail si on veut analyser tout ça. Leur style scénaristiques sont là pour aller encore plus en profondeur de ce qu'on pourrait avoir sur une simple affaire de ce genre-là. Je trouvais le scénario trop pas glacé, mais trop écrit en gros. Et du coup, j'ai constamment cherché à casser le côté glacé, justement, à dire il faut qu'il y ait de la vie, il faut que ça vienne, il faut pas juste tourner le scénario, il faut qu'il y ait un truc qui se produise sur le plateau, quoi. Donc quand on parlait d'accident tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore plus cherché sur ce film-là. Puis pour ce qui est du casting, je dois dire qu'il est excellent avec tout d'abord Camille Rutherford, Saadia Bentayeb, Jenny Bett et Samuel Teiss. On a aussi Antoine Reinhardt qui joue un parfait enfoiré en tant qu'avocat général, bien que ce soit son rôle. Et il le fait très bien. Swan Arlo qui joue l'ami de Sandra et son avocat est aussi parfait pour être l'intime opposant de son interlocuteur. D'ailleurs, en voyant les deux avocats face à face, on peut apercevoir deux cas de la justice qui sont comme incompatibles. L'un est pour la rationalité des faits et l'autre pour la compréhension des personnes. Ensuite, Milo Macado-Graner, que vous avez entreaperçu dans En attendant Beaujangle et 8 rues de l'humanité, est vraiment l'enfant acteur à suivre tellement il a une diction parfaite. En plus de ça, il doit jouer une personne aveugle, donc il doit nous faire croire qu'il ne voit rien. Même certains mouvements de la caméra nous font voir le temps qu'il met lorsqu'on lui pose une question. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant que la caméra devienne cette espèce de balancier en fait de bête comme ça qui le poursuit en parlant à sa place, en fait, en parlant pour lui. Bien sûr, celle qui impose le film, c'est bien évidemment Sandra Hüller, tellement elle montre toutes ses émotions aux yeux des spectateurs, ainsi que son véritable visage. Elle reste de marbre, mais c'est vraiment sur le regard que l'on trouvera ses vrais sentiments. Elle les garde enfouis pour ensuite les exposer au grand jour. Elle a quelque chose, elle joue vraiment avec son corps, elle a un truc très... Il y a quelque chose avec son corps, je ne sais pas comment dire, c'est très particulier. Son corps ne lui appartient pas totalement d'ailleurs. Il y a quelque chose d'étrange quand elle arrive sur le plateau le matin, elle joue avec ce qu'elle est ce jour-là, quoi. Et c'est très particulier, il y a un truc un peu mystique, quoi. Puis pour le titre, Anatomie d'une chute, on sent bien que ce film est une thèse pour comprendre la destruction de cette relation. Il y a toujours un peu de ça dans le cinéma de Trier. Oui, c'est un film qui est construit sur le manque, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas tout de ces gens, de ce qu'ils ont vécu. On a quelques éléments, quelques preuves, dont un enregistrement sonore qui sera diffusé au moment du procès, mais on manque de beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on a des flashs, des petites choses en fait de leur vie, mais qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'un couple en fait?
il y aura des zones d'ombre en fait. Et je pense que le film s'emploie à faire l'inverse d'un tweet, c'est-à-dire de montrer à quel point vivre ensemble c'est complexe, être ensemble c'est complexe. Et c'est là que son film me fait penser au cinéma d'André Cayatte, qui a réalisé beaucoup de films de procès, mais qu'il ne donnait pas totalement la réponse à la fin. Il nous questionnait sur où la vérité allait et qui la détenait. C'est une sorte d'analyse d'un système judiciaire qui n'est jamais proche de son époque. De ce que j'ai lu de lui, ça disait que son cinéma était un cinéma à thèse. C'est un cinéma qu'on se doit de nous poser des questions et de trouver nous-mêmes nos réponses. C'est comme pour cette anatomie où je trouve qu'à la fin, il y a une vraie conclusion. Pourtant, je garde comme un doute sur la finition de cette affaire. Bien évidemment, la fin nous montre une famille déchirée qui aura du mal à se reconstruire. Et bien que la finalisation de l'affaire paraisse simple, elle me fait douter de la façon dont la juge a conclu ce procès. Est-ce de façon rationnelle ou émotionnelle? Parce que tout est là. À quel moment on détient la réponse à tout ce que ce procès nous a donné? Chaque témoin a sa propre analyse de l'affaire. Toute réponse est assez subjective sur chaque personne qui arrive à la barre. À quel moment tu as l'élément clé pour dire que cette personne est innocente ou coupable? La complexité de cette affaire nous questionne aussi sur la façon dont procède la justice. Tout n'est pour moi pas totalement résolu. La vérité est déformée pour les besoins de la défense d'un tel ou d'un tel. Donc en fait, on déforme. C'est deux récits pour moi qui se côtoient et qui s'éloignent quand même de la réalité, je pense, de la vérité. Oui. Et la vérité, je pense qu'elle échappe en fait, la plupart du temps. Donc c'est ce qui m'intéresse. Moi, dans les affaires d'ailleurs judiciaires qui m'intéressent, souvent ce qui m'intéresse, c'est les affaires dont la vérité nous échappe en fait, en partie. Moi, j'aime bien aussi en apprendre des choses, mais je pense que c'est ça qu'on apprend aussi dans le film, c'est-à-dire qu'il y a un endroit, il y a une zone comment dire, il y a plein d'éléments contradictoires, des éléments à charge, des éléments à décharge, et nous on est un peu positionnés dans la position du juré, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir décider en fait. Mais il y a tant de questions que je me pose, et j'aurais bien besoin de le revoir, tellement un seul visionnage ne me suffit pas à voir tous les aboutissements de l'œuvre. Trier n'est pas la meilleure des metteuses en scène, mais elle y décèle une certaine décortication de son histoire pour aller encore plus loin qu'une simple histoire de meurtre. Et elle nous met en avant une femme forte dépourvue de tous, où il faudra qu'elle réussisse à s'en sortir. Il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Chou, qui a vu le film assez tôt, parce que je l'ai fait venir en montage, et il m'a dit, ton film, c'est comme si on prenait un doigt comme ça et qu'on allait le plus loin possible, enfoncé comme ça, sur un point, en fait, de notre vie, jusqu'à ne plus rien voir. Et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée que plus tu pixelises une image, enfin, moi, en plus, j'ai fait les beaux-arts et tout, donc moi, je suis vraiment plasticienne à la base, et c'est vrai que moi, je suis fascinée par l'idée que plus tu vas au fond d'une image, plus tu ne vois rien. Et pour moi, le procès, c'est jusqu'u on va aller pour combler le manque, jusqu'où la parole va parce que la parole, elle absorbe. Enfin, le film, il est, comment dire, ça vient combler tous les manques en fait. Mais cette parole, évidemment, n'est pas c'est pas la vérité, ouais. Une palme d'or méritée. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right?